Bienvenue au webinaire du Club des villes et territoires cyclables sur le coût des politiques vélo. Merci à tous, vous étiez plus de 200 à vous être inscrits et nous espérons être aussi nombreux autour de l'écran. À l'occasion de la sortie du guide que nous venons de sortir sur le coût des politiques vélo, nous avons souhaité d'abord évidemment vous le présenter, mais également donner la parole à nos partenaires pour montrer à quel point ce type de document peut être utile au territoire et à quel point il est complémentaire aussi de ce qui peut être lancé par ailleurs par nos différents partenaires. Donc, nous avons invité Françoise Rossignol, qui est administratrice du club, vice-présidente de la communauté urbaine d'Arras et maire de Dainville, donc dans le Pas-de-Calais, Marie Joly, qui est animatrice des mobilités émergentes à l'ADEME, Thierry Ducrest, qui est le coordinateur interministériel pour le développement et de l'usage du vélo. Et voilà, je vais laisser la parole à Pierre Cerne. Bonjour à toutes et tous. Je vois qu'il y a des gens qui continuent à entrer. Et alors, comme on a commencé à 11 heures pile, ce qui est quand même rare dans nos fonctionnements, je proposerais bien Axel, qu'on attende juste que les gens soient entrés. Je vois que ça continue, en fait, là. On est à 121 là, participants, mais ça, voilà, 124, donc ça monte. Donc peut-être on attend 2 minutes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Si vous le souhaitez. on peut. 2 minutes, je pense que ça peut. Ouais. « 127, ouais. Nous, on les voit pas, les gens, c'est ça? Mais eux nous voient. C'est le principe. C'est vrai que la ponctualité est arrivée avec l'ère du webinaire. C'est quelque chose dont on n'avait pas l'habitude ou on avait perdu en tout cas. Le quart d'heure de politesse a disparu. Ouais. Et bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a un peu aussi la perte de la convivialité. C'est-à-dire le quart d'heure, ça va aussi à pouvoir bavarder un peu avant le début de la réunion. Et un mot à nos 140 participants qui nous ont rejoints. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà, on essaie d'être le plus interactif possible. Donc, il y a un onglet converser. N'hésitez pas à vous présenter. Et, voilà, et pendant les prises de parole des uns et des autres, n'hésitez pas à poser vos questions. Et on essayera d'en prendre quelques-unes pour les reposer à nos intervenants ensuite. Bon. On est à 11h03, je vois qu'on est à 142 et que ça ne monte plus à toute vitesse. Donc, on va considérer qu'on commence. Il a suffi que je le dise pour qu'on passe à 144. Mais voilà. Alors, donc, bonjour à toutes et tous. Merci de vous être connectés en ce mardi matin. Bon. On est dans une situation évidemment très particulière. On aurait dû normalement être à la porte de Versailles au Salon européen de la mobilité, où on aurait dû, donc, Club des villes et territoires cyclables, animer l'espace des mobilités actives, comme tous les 2 ans. La réalité s'est imposée, les faits sont têtus, et l'épidémie aussi. Bon, la suite a montré que d'ailleurs les organisateurs du salon avaient eu raison de l'annuler, puisqu'on n'aurait de fait pas pu le tenir en cette mi-décembre. Et donc nous faisons, comme d'ailleurs le Salon européen de la mobilité, une version plus petite par le biais de webinaires, dont celui-ci sur la question des coûts des politiques cyclables, et notamment à travers la présentation qui va venir du dernier document publié par le Club des villes et territoires cyclables, à savoir un guide des coûts qui semble bien reçu. Je n'ose citer le terme d'une blogueuse vélo bien connue,
et souvent peu indulgente, qui parle à propos de ce guide des coûts d'une Bible. Alors, bon, notre modestie dut-elle en souffrir? On va prendre ce compliment. Et j'en profite dès ce moment, d'ailleurs, pour remercier beaucoup l'équipe salariée du Club des villes et territoires cyclables qui travaille dans les mêmes conditions qu'un peu que la plupart des salariés de ce pays et qui a fait un boulot vraiment extra pour préparer et sortir dans les temps ce guide des coûts qui est donc téléchargeable en ligne gratuitement. Et notamment, un petit mot pour Alice Brown, qui a été une des chevilles ouvrières de ce guide et qui n'est plus salariée du club depuis quelques semaines, mais donc c'est un peu quand même son bébé et il fallait l'en féliciter. C'est aussi un guide qui a bénéficié d'apports de pas mal d'élus et de techniciens. Ce sera expliqué plus en détail tout à l'heure, mais eux aussi, on tenait à les remercier parce que c'est vraiment une œuvre très collective. Ces échanges qu'on va avoir ce matin sont d'autant plus importants, me semble-t-il, que rarement on a eu une actualité vélo aussi importante et aussi féconde. Alors, c'est un peu la triste loi du genre, mais c'est souvent les périodes un peu de crise qui font avancer la pratique du vélo. On l'avait vu il y a un an, ça paraît déjà tellement loin, mais il y a un an avec les grèves de l'hiver 2019-2020, on l'a encore plus vu avec les nouvelles pratiques de vélo et d'aménagement cyclable liées à la période de confinement et de déconfinement. Mais on est aussi dans la période de mise en application de la loi d'orientation des mobilités qui a été votée, je crois, il y a pile un an. En tout cas, elle a été promulguée à Noël 2019. Donc, c'est bientôt l'anniversaire de la promulgation de cette loi. Et les décrets, je parle sous le, le contrôle rigoureux de Thierry Ducret, qui en est d'ailleurs un des artisans majeurs. Mais les décrets qui concernent le vélo tombent, j'allais dire, semaine après semaine. Et on est presque là, je pense, au bout de ce travail d'écriture, de la mise en application en fait de la LOM et notamment des aspects vélo de la LOM. On est dans une période qui montre que la pratique de vélo est en train d'atteindre une nouvelle échelle à tout point de vue et un peu de tous les côtés. L'enquête triennale que réalise le Club des villes et territoires cyclables avait dans sa livraison 2019 déjà montré qu'il se passait quelque chose. Donc, on n'est pas dans quelque chose qui est entièrement lié à la conjoncture épidémique. C'était quelque chose qu'on sentait d'ores et déjà. Et notamment, ce que cette enquête triennale avait montré, c'est que les budgets consacrés au vélo par les collectivités avaient fortement progressé entre la vague d'enquêtes précédente de 2016 et 2019, avec une augmentation à la louche d'une trentaine de pourcents du budget par habitant dédié par les collectivités au vélo. C'est une augmentation évidemment importante et ce qu'on a vu ensuite, c'est que 2020, entre la place qu'a occupée la question du vélo en général dans la campagne des municipales, alors une campagne qui a été une campagne un peu à épisode, mais qui a vraiment marqué une entrée un peu fracassante de ces questions dans le débat politique municipal et dans les programmes municipaux, accompagné de la mise en œuvre un peu partout en France de centaines de kilomètres d'aménagement cyclable de transition, fait qu'on est clairement dans une période d'essor de la pratique du vélo, d'essor des politiques cyclables dans les collectivités de tout niveau hein, d'ailleurs. On a vu qu'il y avait une étonnante et en tout cas agréable collaboration entre communes, PCI, départements, même parfois régions, pour la mise en œuvre des aménagements cyclables de transition. Et on est clairement dans ce qu'on a toujours un peu
espérer et prôner, c'est-à-dire qu'il semble que dans beaucoup de territoires, on est entré dans le cercle vertueux. Je fais des aménagements, ça favorise la pratique. Plus il y a de pratique, plus je fais de nouveaux aménagements. Et on a clairement des territoires où on sent ça se produire actuellement, et, enfin, cette année. Et ce qui est nouveau et très intéressant, et qui sera, par exemple, qui sera discuté d'ailleurs dans d'autres webinaires, et y compris d'ailleurs du Salon européen de la mobilité, ce cercle vertueux est aussi en train de toucher des territoires qui ne sont pas les usual suspects de la pratique vélo habituelle, puisque les territoires périurbains, des collectivités peu denses, voire parfois des territoires ruraux, sont en train de mettre en place des aménagements cyclables et des politiques cyclables, ce qui est assez nouveau et ce qui est très encourageant, nous semble-t-il, ce qui va aussi demander un accompagnement spécifique et un accompagnement fort, parce que ce n'est pas la même chose que les grandes métropoles qui sont habituées déjà à faire des politiques vélo, qui ont éventuellement des services un peu pléthoriques pour le faire. On n'est pas dans le même type de situation. Et la question des coûts des aménagements est évidemment très importante pour les collectivités, pour toutes, mais en particulier pour des collectivités qui n'ont pas forcément des budgets très importants et pour lesquels il ne faudrait pas que les coûts ou les coûts supposés soient une barrière en fait à l'entrée dans les politiques cyclables. C'était un peu ce qu'on avait pressenti, et donc le guide des coûts il tombe vraiment très bien en arrivant maintenant, puisque son idée, qui sera développée par les différents intervenants que vous voyez sans doute sur votre écran, l'idée, c'est vraiment d'avoir un guide très opérationnel, très pratique, pour savoir combien peut me coûter telle ou telle politique et tel ou tel aménagement, etc. Donc, ça se veut vraiment très pratique et lié vraiment à des remontées du terrain, c'est-à-dire on n'a pas inventé des tarifs, on n'a pas inventé des coûts, on les a vraiment indiqués dans ce guide sur la base de ce que nous ont raconté les techniciens et les élus des différentes collectivités. En tout cas, la question des budgets, elle est évidemment centrale pour toutes les politiques, pour le vélo comme pour le reste, même si, on le dit et on le répète, les politiques cyclables sont des politiques relativement peu coûteuses quand on les compare à d'autres types de politiques de mobilité. Hein. On est vraiment très loin des coûts que peuvent représenter la mise en œuvre de nouveaux transports en commun ou voilà, de lignes de transports en commun, même pas lourdes. Donc, on est avec le vélo sur des budgets, des investissements qui sont à la portée de la plupart des collectivités et où, à chaque euro investi, l'effet de levier est très important. L'effet de levier est très important et à l'euro investi, le bénéfice à la fois pour le nombre d'habitants touchés et pour l'effet vertueux en fait de ces politiques est très important. Je terminerai donc en dehors de la question des coûts des aménagements. On est aussi sur une année 2020 qui a vu se développer encore les financements nouveaux, et notamment le financement par l'État de politique vélo, ce qui est quand même une des grandes nouveautés de la loi d'orientation, enfin du plan national vélo d'ailleurs, plutôt que de la loi d'orientation des mobilités. On a eu la deuxième vague de projets financés par le Fonds national et donc le budget national de l'État, avec là le rôle majeur de l'ACIDUV, donc de Thierry Ducrest, avec donc, je n'ai plus le nombre exact, mais en tout cas un nombre de projets qui est plus important que le nombre de projets financés la première année, et avec des montants de plusieurs dizaines de millions d'euros, ce qui est quand même là aussi une aide extrêmement importante à l'appui des collectivités et pour déclencher en fait la mise en œuvre de certains aménagements. Vous le savez, on a aussi, l'État est dans une collaboration État, association, agences comme l'ADEME, le CEREMA. On a fait un travail assez
étonnant, que moi, je pense qu'il faudra un jour décrire par le menu, mais avec des nouveaux financements pour les usagers, avec le coup de pouce vélo de 50 €, en débloquant des crédits rapidement sur toute une série de choses, pour aussi aider les collectivités à mettre en place non seulement des aménagements cyclables temporaires type piste cyclable, mais aussi des parkings vélos temporaires. On est évidemment en train d'entrer dans la phase éventuellement un peu plus complexe et puis plus coûteuse de pérennisation, mais là aussi, on a bien l'impression que l'État est aux côtés des collectivités. Donc, on est vraiment dans une période où la question des budgets dédiés au vélo est évidemment très importante, mais où on a l'impression que des portes et des fenêtres s'ouvrent et que c'est plus une question de savoir saisir les opportunités de financement pour les collectivités que de se heurter au mur de l'argent comme ça pouvait être craint. Dans ce contexte, puisque les collectivités veulent beaucoup faire et faire vite, et ben, je pense qu'avec un superbe guide des coûts pour les aider et les accompagner en fait, dans cette volonté de faire, et ben, je pense qu'on fournit aux collectivités un bel outil qui va maintenant vous être décrit un peu plus en détail et par les différentes intervenantes, parce qu'il y en a, on a un panel là absolument paritaire, ce qui n'est pas si fréquent et ce dont je me félicite grandement. Voilà, je vous remercie beaucoup. Encore une fois, merci aux intervenants, à Marie-Jolie de l'ADEME, à Thierry Ducret de la CIDUV, à Catherine Pilon, notre secrétaire générale depuis quelques semaines, à Axel, qui est le grand animateur aujourd'hui de ce webinaire, et à Françoise Rossignol, qui est une élue, membre du bureau du Club des villes et territoires cyclables, et une élue dont je peux dire qu'elle est un pilier de ce club et qui apporte le regard souvent très pointu, mais très utile aussi des collectivités qui ne sont pas des grandes métropoles et qui ne sont pas non plus forcément l'Île-de-France. Et donc, en tant que maire d'une, on peut dire petite ville, Françoise, sans te choquer, mais en même temps, membre du bureau d'une agglomération un peu plus importante, et ben, c'est un regard qui nous est particulièrement utile. Et Françoise a beaucoup œuvré pour aider à faire ce guide des coûts et nous a aidés. Voilà, beaucoup. Donc, je voulais lui rendre ce petit hommage en passant. Et maintenant, je me tais. Je vais prendre la suite, donc merci beaucoup Pierre. Pour revenir un peu sur l'objectif de ce guide, donc à la jeunesse de ce projet, il y a vraiment une volonté des membres du bureau de l'association de partager un outil qui permette à tous les décideurs, mais aussi aux techniciens, de disposer en amont d'indications sur le coût des actions en faveur du vélo. Et Pierre l'a dit, de coûts réels, souvent on a dans la tête des coûts supposés qui peuvent freiner l'action, qui peuvent penser que c'est hors de portée, alors que tout n'est pas inaccessible. Donc, le club est souvent interpellé par des collectivités qui souhaitent se lancer dans la réalisation d'un aménagement particulier ou d'un service vélo, mais qui ne disposent pas d'échelle de coût pour leur permettre de savoir dans quoi ils s'engageraient. Ils se posent des questions très simples. Hein. Est-ce qu'on pourra le financer sur le budget communal, sur combien d'années, etc., etc. Donc, l'ambition du guide, c'est de leur donner un outil d'aide à la décision avec des indications pour dimensionner leur politique cyclable et gagner des arbitrages budgétaires. Hein. Un adjoint va voir son maire en lui disant « voilà de quoi j'ai besoin », très précisément, avec des indications coûts à l'appui. Ça permet aussi de la programmer dans le temps en réalisant un plan pluriannuel d'investissement. Ça permet de répondre aux interpellations d'associations cyclistes qui exigent un aménagement particulier ou autre, et donc de rentrer aussi dans le dur du financement de ce qui est attendu, ou alors vis-à-vis d'un collectif d'habitants. Ça permet aussi de négocier avec des collectivités voisines, puisque l'enjeu des réseaux cyclables, c'est aussi de bien se connecter avec
les voisins. Et donc, souvent, on est avec des rues qui sont riveraines et qui doivent donner lieu à des aménagements concertés entre deux collectivités différentes ou entre une commune ou un EPCI avec le département pour les routes départementales. Et enfin, ça peut permettre aussi aux collectivités de les aider à monter des dossiers de subvention, puisque, comme Tiercern l'a dit, il y a des financements à plusieurs échelles, et donc les collectivités vont chercher des financements et doivent monter pour cela des dossiers extrêmement précis. Donc, le guide, là, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur l'expertise de leurs pairs et de pouvoir se repérer sur les coûts dans des conditions similaires. Un an de travail donc, de la part du club, coordonné, comme l'a dit Pierre Cern, par Alice Braun, qui aurait dû présenter ce guide, mais qui est dans un train et ne pouvait le faire à cet horaire, malheureusement, avec donc la collaboration et le soutien financier de l'ADEME, qu'on remercie vraiment, la collaboration du CEREMA et de 31 collectivités du club, qui ont accepté de jouer le jeu, de fournir leurs coûts, essayer d'objectiver un peu parce que le travail n'était pas aisé. Parfois, les coûts sont simples. Le coût d'un arceau, c'est assez simple à produire. Le coût d'un aménagement cyclable est vraiment difficile à isoler parfois de coûts, de voiries qui ne concernent pas forcément le vélo. Donc, il y a eu un vrai travail pour estimer les coûts au mieux. Vous trouverez donc non pas des coûts absolus et universels, mais bien des fourchettes de prix qui permettent de se situer en fonction de son état de voirie, son kilométrage, son ambition. Et on a essayé, dans la mesure possible, de proposer à la fois des repères dans des collectivités de taille importante comme des métropoles, mais aussi dans des collectivités de taille moyenne ou même de petites communes. Donc, merci vraiment, encore une fois, à tous ceux qui ont permis à ce guide d'être réalisé. Donc, qu'est-ce que vous trouverez? Je ne vais pas faire la synthèse de ce qu'on pourrait qualifier de dictionnaire des coûts. Vous trouverez donc 90 pages en libre accès sur notre site Internet pour aborder toutes les composantes possibles d'une politique vélo. L'idée, c'est vraiment de donner à voir l'étendue des possibles pour une collectivité. Ce n'est pas un mode d'emploi de comment on fait un plan vélo, ni de ce qu'il faut faire. Il n'est pas prescriptif, bien évidemment, mais il permet de donner à voir tout ce qu'on peut y mettre et de combien cela reviendrait aux collectivités de le mettre. Une politique, donc vous trouverez d'abord des éléments sur les moyens humains, puisqu'une politique cyclable, c'est d'abord les gens qui la conçoivent et qui la mettent en musique, et donc des éléments sur les moyens humains, qu'ils soient internes à la collectivité ou qu'ils soient externes, qu'ils soient concentrés au sein d'une équipe ou dispatchés dans plusieurs services, ou que ça repose sur l'épaule d'une seule personne. Il y a une infinité variété dans l'organisation des collectivités et on a essayé de donner à voir cette variété. Ensuite, la politique cyclable, c'est bien évidemment des aménagements à la carte en fonction des budgets disponibles et de la situation de la collectivité. Donc, le guide revient sur les grandes catégories d'aménagement, sur la signalétique, sur les jalonnements, le stationnement, les matériaux. On a essayé de faire un petit chapitre sur les matériaux un peu plus écologiques qui permettent une meilleure porosité et un recueil des eaux pluviales ou même des pistes qui peuvent s'allumer. Voilà, donc on a essayé de donner cette dimension un peu écologique. Des aménagements aussi plus légers, comme les pistes de transition qui ont été mises en œuvre avec des moyens beaucoup plus sommaires et bien plus agiles et plus rapides, mais moins coûteux, en tout cas dans un premier temps. Et puis, on a zoomé sur des aménagements très innovants ou très particuliers. Je pense à la passerelle himalayenne en Ardèche, un tunnel à Lyon ou encore une rue école à Champigny ou un chrono-vélo avec le réseau express de Grenoble. Donc là, vous avez des opérations qui sont détaillées un petit peu de A à Z et qui permettent de prendre en compte l'intégralité des coûts qui ont été nécessaires pour réaliser ces aménagements. Enfin, le guide présente les coûts, les moyens de financer des services vélos ou de communiquer sur sa politique vélo. Donc là, pareil, on a essayé de recenser dans des collectivités de tailles différentes à combien peuvent monter les primes à l'achat, la location en libre service ou la location de longue durée plus ponctuelle, le soutien aux associations,
les montants nécessaires pour financer un plan de communication avec des dépliants, des affiches, une fête du vélo, un challenge vélo, etc. Je vais arrêter la liste à l'après-vert, mais voilà, vous pourrez feuilleter ce guide pour retrouver tous ces coûts. De nombreux prix, comme je vous le disais, sont donc indiqués soit pour des petites communes, pour des villes moyennes ou des métropoles, avec des effets d'échelle qui, bien entendu, peuvent être présents. Et puis enfin, on a essayé de recenser les financements disponibles pour financer ces politiques vélo. Alors, on a parlé des financements européens, des financements nationaux, des contrats État-région. On n'est pas descendu on n'a pas recensé l'ensemble des crédits disponibles au niveau régional ou départemental qui peuvent exister, mais on pourra peut-être le faire un jour pour compléter ce guide. En effet, en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a donc nos fourchettes de prix qui sont vraiment importantes puisqu'il n'existe pas de coût absolu et unique pour mener ce genre d'action. Néanmoins, notre souci, ça serait vraiment de pouvoir rendre ce document vivant, c'est-à-dire de l'actualiser. On aurait aimé avoir des fourchettes de prix plus complètes. Parfois, on a fait des fourchettes de prix avec 3, 4 exemples de collectivités. Donc là, vraiment, l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que ce document puisse vivre dans le temps et soit régulièrement actualisé avec un appel à contribution des collectivités, de manière à ce qu'on puisse donner à voir une très grande diversité des réalisations sur le territoire et que ce soit peut-être encore plus utile pour les collectivités. Voilà, je ne vais pas être plus longue et je vais donner la parole à Axel pour qu'il puisse animer la suite de Merci. ce... Merci Catherine, voilà, et merci Pierre pour ces deux interventions. Voilà, moi, rapidement, donc comme je vous l'avais dit, vous pouvez bien sûr réagir à ce qui est dit dans l'onglet Converser. À l'heure actuelle, voilà, nous avons Isabelle Le Sens qui remercie Pierre pour les mots élogieux. Et nous avons aussi Monsieur Bécher-Kéchiche qui remercie donc, le Club des Villes pour ce guide et qui dit que ça va pouvoir lui permettre de suivre le montant annuel des dépenses vélo de sa mairie. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir sur l'onglet Converser. Donc, maintenant, on va passer donc, à la prise de parole de nos 3 intervenants. Donc, pour rappel, on va commencer par Marie Joly de l'ADEME, donc, qui a 10 minutes pour sa prise de parole et que je vois. Bonjour Marie et merci beaucoup de votre présence lors de ce webinaire. Bonjour Axel, merci. Alors attendez, je vais juste partager mon écran. Si vous le voyez tous. C'est bon, c'est impec. Merci, un grand merci au club pour cette invitation au nom de l'ADEME et surtout pour la présentation et la publication de ce très très beau et surtout très utile ouvrage effectivement qui servira de guide de référence et qu'avec, comme disait Catherine, une continuité dans le temps et une animation dans le temps sur l'évolution de ce guide qui demandera à effectivement être nourri au fur et à mesure des années. Donc vraiment, au nom de l'ADEME, nous, on était très heureux de participer à la fois au financement et à la relecture de ce guide. Donc, comme le mentionnait Catherine, un guide qui est effectivement très opérationnel, puisque nous, on est effectivement souvent face à des collectivités qui nous posent la question combien ça coûte, combien coûte un kilomètre de piste cyclable ou combien coûte un totem. Et ils auront désormais effectivement la réponse dans ce guide. Donc c'est vraiment un guide intéressant et comme le disait Catherine, qui permet d'avoir des ordres de grandeur sur les montants qui peuvent être engagés pour la mise en œuvre d'une politique cyclable et pour différentes tailles de collectivités. Ce point était effectivement central et qui permet effectivement de recouvrir un peu toutes les dimensions d'une politique qui met en place du coup un système vélo, que ce soit à la fois sur la conception, les aménagements, les services, l'animation ou la valorisation d'une politique vélo. Donc, c'est vraiment un outil d'aide à la décision des élus et des collectivités qu'on a souhaité vraiment appuyer et développer. Donc, ce guide, effectivement, qui sert de référence, viendra
en complément, alors, donc, une slide. Bon, il viendra en complément du coup d'autres guides, d'autres études. Alors, je ne sais pas pourquoi ma slide n'apparaît pas, mais je vais en parler. Donc nous, l'ADEME, on finance actuellement effectivement l'actualisation de l'étude des services vélo, étude qui avait été réalisée en 2016 et dont la nouvelle version sera publiée en mars 2021 et qui permet effectivement, alors le guide mentionne les services vélos, cette étude permettra effectivement à la collectivité de pouvoir à la fois avoir effectivement tous les détails sur les différents services vélos, sur les ratios et sur les coûts de déploiement des différents services vélos qu'on inclut, donc vélo libre-service, location longue durée, aide à l'achat, atelier de réparation, vélo-école et stationnement sécurisé. Donc, je vous avais mis un tableau, mais qui n'apparaît pas sur l'évolution, déjà, les premiers chiffres qu'on a, qui est une évolution assez importante, qui triple, voire quadruple le nombre de services. Par exemple, aujourd'hui, plus de 150 collectivités ont mis en œuvre des aides à l'achat et plus de 160 collectivités ont mis un système de location longue durée sur leur territoire. Également, on vous indiquera dans le chat, cette étude service vélo s'intéresse également aux services, à l'effet levier des services vélos qui sont déployés dans les entreprises. Actuellement, il y a une enquête qui est en cours auprès des employeurs publics et privés. Si vous souhaitez et vous pouvez y répondre, donc cela sera indiqué dans le chat, qui permettra effectivement de comprendre l'effet levier des services vélos au sein des entreprises, ou des employeurs plus précisément. Comment également parler de coûts sans parler des retombées et des bénéfices. Donc en avril 2020, l'ADEME, conjointement à la DGE, la CIDUV et la FFFC a publié l'étude d'impact économique et potentiel de développement des usages du vélo en France. Donc qu'on va également on va également vous partager les liens dans le chat. Ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça recoupe avec ce que disait Pierre Cerne en introduction. On assiste effectivement à une augmentation très importante des investissements au sein des collectivités, donc plus 40% en 10 ans, je vous indiquais le chiffre, mais également en parallèle, la croissance très importante des retombées économiques pour ces territoires et également toutes les externalités positives au niveau de la santé ou de la baisse de la contamination. Donc les efforts des collectivités, ce qui est également démontré par le guide des coûts du club, c'est qu'effectivement, elles portent leurs fruits sur tous les types de territoires, que ce soit des territoires en dense aux centres plus urbains. Je vous ai également mis là, pour information, une infographie qui est directement tirée de l'étude et qui permet effectivement de se rendre compte que les bénéfices sont multiples, qu'ils soient directs, indirects ou induits. Donc, en parallèle, donc on participe également au financement de ces politiques-là à travers différents outils. L'ADEME est notamment porteuse du programme de C2E, donc de certificat d'économie d'énergie, le programme à vélo, dont la première édition est en cours, donc jusqu'à 2021, qui a bénéficié à 224 collectivités pour un montant total de 13 millions d'euros et dont les 3 axes d'appui étaient le financement d'études. Donc 132 schémas cyclables ont pu être financés dans le cadre d'Avélo, du programme Avélo. Également l'importance effectivement dans le triptyque de l'émergence de services vélo avec 43 services de location longue durée de vélo qui ont également été financés. Et enfin, toute la partie communication et animation avec un aspect particulier pour les publics plus jeunes. Donc 51 campagnes de communication ont été financées en faveur du vélo. En parallèle à ce financement, l'ADEME a également participé au financement du recrutement de chargés de mission vélo et mobilité au sein des collectivités pour effectivement faire vivre ces politiques cyclables.
Et donc, on vous annonce également le lancement prochain d'un deuxième programme, d'un second programme à vélo 2, qui se déroulera donc sur 4 ans, de 2021 à 2024. Donc avec un budget cette fois-ci de 25 millions d'euros, pour lequel on espère effectivement toucher 400 territoires. Les territoires ciblés sont avant tout effectivement les territoires peu denses ou ruraux et les périphéries des communautés urbaines ou des métropoles, avec des taux d'aide correspondant selon le type d'échelon territorial. Ce programme, effectivement, il se développe sur les 3 mêmes axes et il permettra effectivement de pouvoir développer l'axe à la fois au niveau des études, que ce soit des planifications stratégiques ou des études préopérationnelles, également l'expérimentation de services, et enfin, encore une fois, l'importance de l'animation et la promotion des politiques cyclables au niveau de l'échelle du territoire. Donc, un premier appel à projet sera lancé en janvier 2021, pour lequel on espère que vos territoires seront mobilisés, tous ceux qui n'ont pas bénéficié effectivement du programme à vélo 1, qu'on n'appelle pas à vélo 1, mais de la première partie d'Avélo, pourront désormais effectivement bénéficier et candidater à cet appel à projet pour pouvoir financer leur politique cyclable. Donc, je vous ai mis également ici le calendrier actuel de cet appel à projet. Donc, en mai sera clôturé l'appel à projet pour une annonce des lauréats en septembre. Voilà, donc il y aura également davantage d'informations qui seront publiées sur le site dont je vous ai mis le lien à partir de janvier 2021. Mais bien entendu, on reste à votre disponibilité pour répondre à d'éventuelles questions. Je pense avoir tenu mes 10 minutes. Oui, merci pour le sens du timing, Marie. Voilà, si donc, j'insiste encore, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser à Marie et bien sûr à l'équipe du club. Pour l'instant, ce qu'on peut voir dans le chat, c'est qu'il y a des interrogations quant à la technique. Donc, sera-t-il possible d'avoir les diaporamas après le webinaire? C'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place. Et bien sûr, ce webinaire est enregistré, donc vous aurez accès à un replay sur une plateforme vidéo. On a aussi des recommandations pour le futur. Emmanuel Roche qui nous dit que dans une prochaine édition du guide, ce serait bien d'inclure des notions de bénéfices, voilà, et quelque chose qui a été développé par exemple dans l'économie du vélo. Le vélo, c'est plus de bénéfices que de coûts si on raisonne au global, nous dit-il. Et voilà, une autre interrogation aussi, au-delà des bénéfices, donc c'est Benjamin Michelot qui nous dit qu'au-delà des bénéfices, pour rester sur la dimension budgétaire, est-on en mesure de chiffrer les transferts d'investissement et de charges connexes aux politiques vélo? Voilà, par ailleurs, applique-t-on les mêmes règles d'amortissement aux infrastructures routières et cyclables? C'est une question qui pose à l'auditeur. Marie, je te vois hocher de la tête si… Je pense que sur la question des retombées et des bénéfices, Thierry Ducrest pourra également compléter lors de… On pourra peut-être y répondre a posteriori une fois que les 3 intervenants… Oui, bien sûr, on garde chaud cette question et on passe donc à Madame Rossignol pour sa prise de parole. Merci encore de votre participation à ce webinaire et c'est à vous la parole. Bonjour à tous. Bien, quelle est la position d'une collectivité aujourd'hui à la fin finalement de cette période d'aménagement cyclable de transition? C'est la question de la pérennisation. Pérennisation ou pas pérennisation, évaluation. Et je crois que nous sommes tous engagés de façon certaine sur ce dispositif. Alors, premier constat, c'est que globalement, c'est un succès. Globalement, c'est un succès. Je pense que partout, ça a été dit, partout où un cercle vertueux était quelque part déjà engagé sur le vélo, on a vu se multiplier les usages et les quelques compteurs qu'on a pu installer ici ou là nous confirment que sur les axes les plus intéressants, on a au moins doublé, même à l'automne, on a au moins doublé la pratique. Et donc, que va-t-on faire? Que va-t-on faire? Alors, évaluer de façon plus précise, évaluer les aspects de sécurité,
C'est un premier point. Les conflits possibles entre les différents usagers. Alors, quand je parle des conflits entre les usagers, il y a bien sûr les conflits potentiels avec la voiture, mais finalement, très honnêtement, ce sont des conflits que nous pensions beaucoup plus importants. Il n'y a pas eu de levée de bouclier par rapport à l'aménagement des pistes transitoires, en tout cas dans notre collectivité, où il y a peut-être suffisamment d'espace et où ça ne s'est pas trop produit. Mais de façon plus surprenante, on se retrouve aujourd'hui avec des conflits, parfois avec les piétons. Certaines de nos pistes cyclables ou bandes cyclables avaient été conçues de façon mixte pour l'usage piéton et vélo. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut certainement repenser cet aspect des choses, cas par cas. Finalement, doubler les usages. Et je voyais hier, nous avions un travail sur une nouvelle bande cyclable, et d'entrée de jeu, on a décidé de séparer les flux piétons et cyclistes, alors qu'on est un petit peu en dehors de l'agglomération. Donc, même dans ces endroits-là, la question se pose aujourd'hui, alors que finalement, jamais elle ne s'était posée. Alors, question de l'évaluation, je dirais, plus psychologique, acceptabilité des aménagements. On a lancé une grande enquête sur l'ensemble de la collectivité, et les premiers résultats qui nous remontent confirment qu'il n'y aura pas de problème majeur. Et puis, se pose forcément la question des coûts et du budget. Parce que finalement, je dirais dans l'enthousiasme ou la panique, enfin comme on veut, du déconfinement, nous avons utilisé la totalité de nos budgets pour peinture en particulier, hein, pour mettre en place nos pistes et nos aménagements transitoires. Aujourd'hui, leur pérennisation nous amènerait à multiplier les budgets par 2, par 3, par 4. Et donc, comment faire Et donc, ça, c'est la question des aides, et je pense que ce que nous a présenté l'ADEME est important. Mais il faut, je pense aussi, se poser la question de la place du budget vélo dans le budget général de la collectivité. Et finalement, il y a plutôt de bonnes surprises, en tout cas dans ma collectivité, puisque un sondage un peu informel, hein, auprès des maires, des 46 maires de notre intercommunalité, hein, qui est avec ville-centre de 40 000 habitants, première couronne, et puis 36 communes rurales, a été qu'effectivement, il fallait tripler ou quadrupler le budget. Et quand dans ce sondage, on a vu 73% des maires qui disaient il faut y aller, eh bien, c'est je crois, aussi l'une des bonnes surprises de ces aménagements transitoires. Avec aussi une prise de conscience des entreprises. Depuis la rentrée, je vois les parcs de vélos électriques que nous allons pouvoir donner dans les entreprises. Les demandes se sont multipliées, et les projets de travail sur des projets de déplacement d'entreprise se sont multipliés. Et donc, la question finale que l'on se pose aujourd'hui dans les collectivités, je pense de la taille de la nôtre, c'est aussi celle des moyens humains qu'il va falloir renforcer, parce que effectivement, on travaille souvent avec des petites équipes ou des équipes véritablement pluridisciplinaires, où chacun fait un effort pour venir prendre une part du travail vélo, mais où il est parfois un peu parcellisé entre différents services. Se pose aussi la question d'une gouvernance et d'une prise de position plus forte des politiques vélo à côté de la politique transport en commun, qui mobilise aussi beaucoup, parce que la crise nous amène à avoir toute une série d'interrogations et de nouvelles obligations qui se mettent en place pour pouvoir reconquérir les usagers. Donc, non seulement une modification en termes de financement, mais aussi de vision globale de ce que nous pouvons faire.
Bon, je dirais aussi bon, le travail sur la finalisation du schéma vélo s'est accentué, un plan vélo se met véritablement en place. Voilà, donc un changement d'échelle, un changement de vision au-delà des questions de financement qui sont primordiales, hein, que je ne néglige pas du tout. Les aides extérieures que nous pouvons obtenir seront aussi absolument déterminantes dans la poursuite du travail autour du vélo. Maintenant, si vous avez des questions, je suis prête à y répondre de façon plus précise. Merci, merci Françoise. Oui, Françoise Rossignol, Oui. peut-être, vous nous avez parlé d'économie, enfin de changement d'échelle nécessaire pour des pistes existantes qui étaient peut-être plus calibrées. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer cette question? Aujourd'hui, quand on a lancé les pistes transitoires, je veux dire, on y est allé allègrement d'un peu de peinture jaune. Bon. Aujourd'hui, la simple pérennisation de ces pistes sur des aménagements pérennes, simplement ça nous amène à multiplier le budget par 3 ou par 4, si on veut le faire assez rapidement. Et parallèlement, on se pose aussi la question d'un certain nombre de pistes qui ne sont plus adaptées. Je pense en particulier à de nombreuses pistes qui se trouvaient sur les trottoirs et qui fonctionnaient lorsqu'on avait quelques vélos et qui ne fonctionnent plus du tout aujourd'hui, en tout cas qui n'assurent pas la sécurité des piétons. Je veux dire, l'une des catégories de personnes qui sont le plus opposées à ces pistes transitoires et pistes sur les trottoirs, ce sont des personnes âgées qui se sentent insécurisées par la fréquentation plus importante des vélos. Et donc, ça pose la question de revoir notre schéma et d'intégrer différemment les modes doux dans la ville. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui, ça y répond. Et c'est vrai que ça pose ça augmente les budgets nécessaires. Ça augmente les budgets nécessaires. Hein. Alors, et le périmètre de… ça augmente les budgets nécessaires. Ça pose véritablement la question auprès des assemblées délibérantes, et on arrive dans la période des budgets. Alors, on arrive dans la période des budgets dans une période qui est particulièrement contrainte par l'ensemble des demandes nouvelles, mais c'est une question fondamentale. C'est-à-dire que si on n'est pas capable d'augmenter nos budgets, on ne pourra pas pérenniser ce qui fonctionne bien. Or, la peinture, elle commence à s'effacer. Hein. La peinture, elle commence à s'effacer. En fin de saison d'hiver, les peintures ne seront plus… Enfin, c'est très concret, hein, mais les peintures ne seront plus fonctionnelles. Or, si on ne multiplie pas notre budget par 3 ou par 4 en 2021, eh bien, le résultat risque d'être une déception. Alors aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de décevoir de nouveaux usagers et de casser cette dynamique. C'est-à-dire que ça me paraît très important. À la fois pérenniser tout ce qui s'est avéré utile dans nos aménagements transitoires, et puis aussi accélérer l'avancée dans le schéma cyclable. Et donc tout ça fait qu'on a des demandes importantes d'usagers, un certain nombre de conflits d'usage à gérer, et puis alors un côté très positif, je dis, c'est la conviction des élus. Je pense qu'il y avait des débats qui existaient il y a encore 2 ou 3 ans et qui n'existent plus. La volonté d'avancer vite, elle n'est pas universelle, mais elle est très, très majoritaire. Cela étant dit, on est quand même dans une période où les contraintes financières sont énormes et où il faut trouver leur place au financement des aménagements cyclables. Et donc, toute aide extérieure est un levier extrêmement puissant. Ça fait avancer les priorités. Aujourd'hui, on sait que dans un budget de collectivité, c'est un élément de plus en plus déterminant. Et que donc, toutes les aides de l'État, toutes les aides extérieures sont
de plus en plus importante. Donc, à la fois une vision différente et une recherche de financement de plus en plus pressante. Je pense que c'est vraiment les deux piliers pour avancer dans nos schémas cyclables. Et sur cette question de, voilà, de recherche de financement, justement, dans un petit temps, on va pouvoir passer la parole à Thierry Ducrest. Mais avant ça, je voulais juste réagir à, on va dire, l'activité, voilà, de nos 180 spectateurs qui partagent des opinions et des commentaires dans le chat. Malheureusement, voilà, on a essayé d'être ramassé, donc on ne va pas pouvoir répondre à tout le monde. Il y a eu beaucoup de questions sur les modalités techniques de Avelo 2. Bien sûr, c'est voilà, une nouvelle information. Et Marie-Jolie voilà, essaye de vous répondre et il y aura de plus amples informations sur la question. Aussi des questions sur voilà, on va dire des dimensions plus techniques concernant la communauté urbaine d'Arras. Mais je pense que c'est vraiment important de pouvoir voilà, revenir sur ces recherches de financement avec donc Thierry Ducrest. Et bien, je vous laisse la parole pour ces 10 prochaines minutes. Oui, merci Axel. Bonjour à tous. Bonjour Pierre. Effectivement, quelle année 2020 ? Je pense qu'on s'en souviendra encore pendant longtemps. Ça devait être une petite année dans la continuité de celle de 2019, avec, pour à l'échelle nationale en tout cas, préoccupation principale sur les décrets pris en application de la LOM, comme l'a cité Pierre. Ça aura été voilà, une année avec des drames, bien sûr, mais aussi le coup de pouce vélo, les pistes cyclables temporaires, un boom des pratiques, vraiment une année dont on se souviendra longtemps. Et puis quel plaisir aussi d'entendre Madame Rossignol, voilà, les changements que vous avez, dont vous avez témoigné dans votre collectivité. Voilà, c'est, je pense, le fruit des travaux de nos prédécesseurs, le fruit de cette année 2020 aussi, de récompense de tous les travaux collectifs qui ont été engagés. C'est quand même très satisfaisant pour le développement du vélo. Donc, il y a vraiment de matière à se réjouir. Alors effectivement, pour revenir au thème de cette table ronde, la question du coup, l'année 2020 a été aussi une année où il n'y a jamais eu autant d'argent sur le vélo, à l'échelle nationale et à l'échelle locale, et ça c'est fait pour durer dans les années qui viennent. Alors, les outils principaux d'intervention de l'État, pour cibler un peu là-dessus, hein, beaucoup d'entre vous les connaissent. D'abord, c'est la dotation de soutien à l'investissement local, qui donc, sont des enveloppes destinées à soutenir l'investissement des collectivités et qui sont pilotées par les préfectures. Et donc, cette enveloppe, elle est tout à fait significative. Elle a été abondée dans le cadre du plan de relance de 1 milliard d'euros. Donc, il y a des disponibilités ici sur cette enveloppe. Les aménagements cyclables sont éligibles auprès de ces enveloppes. Et donc, chaque département a un petit peu ses règles de gestion, enfin de fonctionnement. Mais voilà, la DSIL qui a un outil très important. Le deuxième outil, c'est le fonds mobilité active avec des appels à projets. 2 appels à projets ont été lancés en 2019 et 2020. Un troisième appel à projet est en cours d'analyse. Les dossiers devaient être déposés avant le 30 octobre. Voilà, donc c'est aussi un outil d'intervention de l'État. Et puis enfin, c'est le plan de relance qui a affecté 200 millions d'euros aux mobilités actives et qui seront régionalisés. Donc j'invite aussi tous les participants à suivre ce qui se passe au niveau régional, puisque l'organisation de ces sommes, enfin de dépenses de ces sommes sont décidées à l'échelle régionale entre la région et les préfectures de région. Donc rester à l'affût des informations qui pourraient sortir à cette échelle-là. Et je pense qu'on continuera à avoir des bonnes nouvelles aussi avec les FEDER, avec le plan REACT EU. Donc, il va y avoir aussi des interventions européennes. Voilà. Et puis, il se développe aussi des aides plus locales. Voilà. Donc, il y a vraiment des sommes importantes. Hein, pour donner quelques ordres de grandeur, hein, alors, le bilan de l'année 2020 n'est pas complet, mais sur les 2 premiers appels à projets du Fonds mobilité active et sur les enveloppes DSIL en 2018 et 2019, c'est 180 millions d'euros qui ont été engagés par l'État sur les aménagements cyclables et plus généralement les mobilités actives. Je fais aussi une petite mention de tous les programmes de certificats d'économie d'énergie
dont on connaît un certain nombre par leur appellation, à vélo, que Marie-Jolie a cité, mais le coup de pouce vélo, Alvéole, et j'en oublie, c'est à peu près 120 millions d'euros, et ça vient d'être encore réabondé, donc les chiffres continuent d'augmenter. Voilà, en volume, on est sur des choses qui sont tout à fait significatives pour le vélo, et la preuve, c'est que ça aide de très nombreux territoires, hein, ne serait-ce que pour les 2 appels à projets qui ont déjà été attribués, c'est 230 territoires et 340 projets. Donc, c'est vraiment des sommes, des volumes qui sont significatifs. Voilà, j'en profite aussi pour, je mettrai le lien dans le chat tout à l'heure après mon intervention, pour vous faire peut-être découvrir le site Aide Territoire, qui est un site internet qui permet de recenser toutes les aides qui existent, alors sur les transports et la mobilité, mais pas que, à destination des collectivités. Voilà, vous avez un projet à financer, vous avez des aides, vous cherchez des aides en expertise. Ce site recense, adapté à votre contexte géographique, les dispositifs qui existent ou les appels à projets qui sont en cours. Voilà, parce qu'il est toujours parfois un petit peu difficile de se repérer dans le maquis des différentes interventions. Voilà, merci Axel pour le site. Voilà, donc une année avec beaucoup de financement, voilà, des perspectives qui sont aussi très favorables. C'est aussi une année où beaucoup d'outils d'aide à la décision ont été mis à disposition des collectivités. Donc on a cité bien sûr, et je me joins aux félicitations sur le guide que le club vient de sortir. Je voudrais aussi réinsister une deuxième fois sur l'étude économie du vélo que Marie-Jolie a cité, qui est une autre Bible, si je peux me permettre, sans vouloir faire des échelles. Voilà, il y a une mine d'informations qui vraiment sont très précieuses quand on s'intéresse à la question du vélo, à son impact, à l'économie. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très, très, très bien fait. Et Marie ne l'a pas fait, mais elle aurait dû dire aussi, l'ADEME a sorti 12 capsules vidéo issues de cette étude qui sont disponibles, réutilisables, voilà, quelques minutes pour comprendre les enjeux du vélo, que vous pouvez aussi, je pense, Marie me corrigera si ce n'est pas le cas, utiliser, diffuser voilà, dans vos séances publiques, dans vos travaux d'élus ou d'experts. Et puis, pour compléter donc aussi sur ces outils d'aide à la décision, donc on est en train de finaliser une étude qui devrait être disponible au premier trimestre de l'année prochaine, justement qui s'intéresse aux impacts, et donc aussi un outil d'aide aux collectivités. Suite à l'étude économie du vélo, on s'est posé la question un petit peu, qui traitait les questions surtout à l'échelle nationale, de manque d'informations sur 1 euro investi à l'échelle locale, qu'est-ce que ça fait? Et donc, un bureau d'études nous assiste là-dessus, Vertigolab, pour, à partir d'enquêtes et de modélisation, être capable de dire, voilà, 1 euro investi par une région, par un département, par une collectivité locale, par une agglo ou une commune, combien ça rapporte en termes d'emploi, qu'est-ce que ça génère en termes de PIB, et on va essayer d'aller jusqu'à qu'est-ce que ça génère en réduction d'effets de serre, en réduction de pollution locale. Donc, c'est vraiment des outils qui se complètent avec tous ceux qui ont été déjà produits, avec l'étude service vélo aussi de l'ADEME, qui va donner des éléments, des éléments d'argumentaire, des éléments pour faire des plans de déplacement des mobilités, des anciens plans de déplacement urbain. Il y aura normalement des outils un peu clés en main pour aider. Et voilà, donc rendez-vous en février si tout se passe bien. Voilà. Peut-être juste pour conclure mon intervention en disant voilà, l'année 2020 a été exceptionnelle. L'année 2021, bon, j'espère qu'elle ne sera pas aussi compliquée que l'année 2020, mais en tout cas, ce sera une année où on pourra se retrouver à l'occasion, en mai, en particulier, en mai 2021, voilà, puisqu'avec Mai à vélo, qui est la grande fête du vélo qu'on organise et qu'on souhaite que tous les territoires aussi organisent, on pourra faire la fête et continuer de se satisfaire de ce progrès du vélo. Et merci encore au club pour tous ces travaux.
Merci Thierry. Je prends la parole juste un instant avant bien sûr, de conclure ce webinaire. On est sur un format resserré. Dans le chat, alors il y a beaucoup de questions. On ne peut pas tous les traiter, malheureusement. Une question sur la DSIL, vu que vous êtes voilà, sur les questions de financement sur la question de 2021 et voilà, quel calendrier faut-il s'attendre pour l'appel à projet 2021 sur la DSIL? Si vous avez déjà des éléments sur cette question-là. Malheureusement, je ne peux pas répondre parce que de manière générale, parce que chaque département pour la DSIL et chaque région pour le plan de relance seront des cas particuliers. Donc, il faut vraiment se renseigner à l'échelle du territoire. Voilà, n'hésitez pas à contacter les DREAL qui ont des correspondants vélo donc dans chaque région, des correspondants vélo qui sont normalement au fait de ce qui se passe plus spécifiquement sur chaque territoire. D'accord. Voilà. Et pour répondre à une question sous-jacente, aujourd'hui, il n'a pas encore été décidé quelles seraient les modalités pour un appel à projet du Fonds Mobilité Active en 2021. Les décisions ne sont pas encore prises à ce sujet-là. Voilà, donc c'est vraiment à ce stade le plan de relance et la DSIL qu'il faut aller observer. Et si je peux me permettre, Axel, il y a une question, alors comme il y a aussi les questions et réponses, qui est une autre petite interface sur le côté, je crois que la question a été posée de savoir, alors c'est pour Marie Joly, de savoir si une collectivité qui a été lauréate de l'appel à projet vélo 1 aura le droit de candidater pour l'appel à projet à vélo 2. Alors effectivement, je n'avais pas vu l'onglet questions-réponses. J'ai répondu à plusieurs questions dans le chat. Malheureusement, non, les collectivités qui ont déjà bénéficié du programme à vélo ne pourront pas candidater au programme à vélo 2. Effectivement, il y a énormément de territoires, donc l'idée, c'est aussi d'impulser sur de nouveaux territoires cette dynamique des politiques cyclables. Merci. Et pour répondre à la deuxième question que je vois juste en dessous, j'en profite. Effectivement, il sera possible de financer des services innovants dans les territoires, sachant que la modalité veut que de toute manière, pour pouvoir financer les services, il y a l'étape préalable qui est le financement d'un schéma cyclable à l'échelle de la ville, pouvoir définir aussi la politique cyclable. Comme c'est suffisamment bien présenté effectivement dans le guide, ce qui est intéressant, c'est avant tout la partie conception qui vient en premier dans le guide, et ce n'est pas un hasard. Catherine, peut-être un petit mot pour conclure. Oui, il me reste à vous remercier toutes et tous pour vos interventions et pour votre participation importante à ce webinaire sur le coût des politiques vélo. On retient vraiment les remarques que beaucoup d'entre vous ont fait, que ce soit les intervenants ou les participants, sur la question de l'investissement. En fait, présenter les choses, enfin, présenter le coût des politiques vélo, ça ne veut pas dire que c'est une charge, et on est au contraire, évidemment, sur un investissement pour l'avenir qui a un effet levier très important, Pierre Sanne le disait en introduction, et qui permet d'engager un cercle vertueux sur l'emploi, sur l'économie des territoires. Et donc, certes, il y a un coût des politiques vélo, mais il y a surtout un investissement pour l'avenir qui se dégage. Vous dire aussi que nous organisons d'autres webinaires prochainement. Donc, cet après-midi, Pierre Cerne intervient dans un webinaire sur la complémentarité entre les transports urbains et le vélo. C'est sur le site du Salon de mobilité européenne, et donc c'est à 15h30. Demain, à 16h, nous accueillons un webinaire sur la remise des prix talent du vélo. Donc, vous pouvez aussi suivre. On va refaire un mail sur Twitter, etc., un Twitter, et sur notre site internet, vous avez aussi les coordonnées pour vous y connecter. Et puis, je vais laisser le mot de la fin à Pierre Cerne, notre président, pour conclure ce webinaire en vous remerciant encore de votre participation. Merci Catherine, merci à l'équipe, c'était bien fluide. Et alors effectivement, il y a eu énormément de remarques et
d'intervention, de questions dans la conversation. Peut-être qu'on essaiera, Axel, de faire des réponses en décalé un peu à certaines personnes dont on a les mails. Notamment, il y a une question qui revient régulièrement et la réponse n'est pas simple, qui dit en gros sur l'idée que le vélo c'est très bien, mais qu'il y a d'autres pratiques qui peuvent éventuellement bénéficier des aménagements. Alors Thibaut de Lambert notamment qui a posé la question sur les trottinettes, rollers, etc. Donc c'est une question qui est loin d'être simple et sur lesquelles les collectivités ne sont pas toujours toutes d'accord sur le sujet. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a un développement des usages, des mobilités actives, on va dire, de façon importante et qu'il n'y a pas que le vélo. Et on travaille aussi assez régulièrement avec les associations de piétons qui sont d'ailleurs en train de monter un collectif qui pourrait se rapprocher un peu de ce qu'est le club des villes et territoires cyclables pour la question de la marche. Donc, tout ça est à suivre. Et puis, comme l'a dit, je crois, Axel, il y aura une possibilité de revoir en fait ce webinaire pour ceux qui n'auraient pas pu tout voir ou qui n'auraient pas pu être présents ce matin. On est monté jusqu'à 190 personnes, je crois, connectées en même temps, ce qui est plutôt pas mal. Et effectivement, je vais terminer en remerciant vraiment tout le monde, en confirmant, Thierry, effectivement, qu'on a eu une année quand même qui restera dans les annales avec du très mauvais et puis malgré tout des éléments d'espoir et des éléments qui font penser que de tout ce malheur sortira peut-être quand même un certain nombre d'évolutions positives sur le moyen et le long terme. En tout cas, je pense qu'on est un certain nombre à avoir bossé en collaboration vraiment étroite. Et ça aussi, c'est un élément que je mets à l'actif finalement et du côté positif, c'est qu'on aura rarement aussi resserrer les liens entre actrices et acteurs du monde du vélo et que ça va être de toute façon des éléments qui vont nous aider pour la suite de façon évidente. Donc voilà, pour essayer de finir quand même cette année sur une note un petit peu positive. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez moi, c'est catastrophiquement gris. Donc voilà, un peu de sourire et un peu d'espoir. Merci beaucoup et à très bientôt. En tout cas, ces formats de webinaire d'une heure comme ça me paraissent très, très utiles et ça permet à beaucoup de gens en fait d'écouter, d'échanger via des questions. Je pense que c'est quelque chose aussi qui restera de cette période sur des manières d'échanger, des manières de travailler. Et il fait très beau en Bretagne, me dit-on. Donc, tant mieux pour eux. Et bon appétit à toutes et tous.